Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé ce mardi par visioconférence avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Ils ont évoqué les prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Cette année, ces rencontres se dérouleront en mode virtuel du 12 au 18 octobre prochain en raison du Covid-19. La mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO poursuit ses rencontres avec les acteurs impliqués dans le processus électoral. Ce mardi, la délégation s'est entretenue avec le RHDP, parti au pouvoir, et avec l'opposition. Elle a appelé tous les acteurs au dialogue et à la paix et renouvelé sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus électoral. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, était face à la presse nationale et internationale ce mardi. Il a fait le point des procédures judiciaires entamées contre l'ancien président de l'Assemblée nationale et certains de ses proches. Cette information judiciaire relève l'implication active de certains inculpés. C'est la fin du blocage économique au Mali. La CEDEAO a levé les sanctions contre le pays. Fini donc l'embargo qui pesait sur l'État malien depuis le coup d'État du 18 août contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO salue les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé par visioconférence à la primature avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Ils ont évoqué les prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Cette année, ces rencontres se dérouleront en mode virtuel du 12 au 18 octobre prochain avec pour principal focus l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale. Selon les projections du FMI, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9% en raison de cette pandémie, nous explique Jean-Luc Bangbo. Les assemblées annuelles 2020 du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent du 12 au 18 octobre prochain. En prélude à cette importante rencontre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, s'est entretenu par visioconférence avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur général chargé des opérations. Il a été question au cours de cet entretien de faire l'état des lieux de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution de Bretton Woods. À cette occasion, il y a eu des échanges portant sur les performances économiques de la Côte d'Ivoire, avec la résilience que la Côte d'Ivoire a observée dans le cadre de la lutte contre la Covid, parce que, comme vous le savez, le taux de croissance qui était attendu de la Côte d'Ivoire était beaucoup plus bas que ce qui est finalement ressorti. En 2020, la Côte d'Ivoire aura un taux de croissance de 1,8%, qui est un taux assez important comparativement aux autres pays qui vont connaître une récession. Les représentants de la Banque mondiale ont reconnu également la qualité de la coopération qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et leur institution. La Banque mondiale, bien sûr, le groupe qui comprend également la MIGA, la SFI. Les deux délégations ont également abordé les perspectives et surtout la nécessité de renforcer les liens de coopération. Un autre point qui a été évoqué, c'est effectivement la mobilisation des ressources fortes que la Banque mondiale pourrait mettre à la disposition des pays africains. On a parlé de 35 milliards de dollars pour IDA 19. Ce sont des ressources importantes pour lesquelles la Côte d'Ivoire pourrait également avoir une part. Compte tenu des préoccupations sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale se déroulent en mode virtuel. Voilà, reportage réalisé par Jean-Luc Bangbo et Jean-Jacques Kwame. L'actualité est aussi dominée par les préparatifs de la présidentielle ivoirienne. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu aujourd'hui à la primature l'Alliance des confessions religieuses. Les hommes de Dieu veulent jouer leur partition à la préservation de la cohésion pour un scrutin paisible. Ils ont réitéré leur engagement à prier et sensibiliser à la paix, nous dit Konepa Gassoro. L'Alliance des guides religieux de Côte d'Ivoire à la primature au plateau chez le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Au centre des discussions, l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les hommes des dieux de toutes les confessions religieuses sont allés assurer le Premier ministre Ahmed Bakayoko quant à leur détermination à multiplier prières et adorations en vue de la préservation d'un climat de paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous aimons tous notre pays, la Côte d'Ivoire,
Et nous souhaitons aller à des élections apaisées et les guides religieux veulent prendre leur part dans ce travail de construction de notre pays, dans ce travail de construction de la cohésion sociale, de manière à ce qu'au soir du 31 octobre, notre pays soit calme, apaisé et surprenne le monde par sa maturité à dépasser ses divergences et à organiser des élections qui réunissent les filles et les fils de ce pays vers l'essentiel, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Occasion pour l'Alliance des guides religieux d'exhorter les acteurs, les militants et sympathisants des partis politiques, mais surtout la jeunesse ivoirienne, à bannir de leur langage les propos de haine et à tourner le dos à la violence. À l'endroit de l'ensemble de la population, c'est qu'il faut faire preuve de responsabilité. Avoir des opinions politiques différentes ne doit pas nécessairement nous conduire à nous entredéchirer. Je crois qu'il faut tout simplement faire preuve de responsabilité et de maturité, nous asseoir, échanger, voir l'intérêt de la nation. En particulier pour les jeunes, il faut refuser d'être instrumentalisés parce que nous avons une nation à bâtir et ce n'est pas dans la violence que nous allons bâtir notre nation. Cette rencontre de l'Alliance des guides religieux avec le chef du gouvernement fait suite à celle tenue le 19 septembre dernier à l'église baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon avec les pasteurs des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Et parce qu'on bâtit une nation dans la paix, les chefs traditionnels cadres de Lakota prônent aussi la paix. Ils ont été reçus par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les ressortissants du Logibwa ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à la paix dans leur région et surtout de recevoir le chef du gouvernement ivoirien pour une visite officielle. Une visite pour communier avec les populations et célébrer le vivre ensemble. Les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO soutiennent également notre pays dans son engagement pour la paix et la cohésion. Une mission conjointe présente à Abidjan rencontre toutes les parties prenantes à l'élection présidentielle. La délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana a échangé avec le RHDP, parti au pouvoir. On en sait plus avec Alexis Ouidraogo. La communauté internationale veut s'assurer que les élections du 31 octobre se tiendront dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, une mission est dans le pays. Elle écoute et échange avec toutes les parties. Ce mardi, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a été reçu. L'occasion pour son directeur exécutif de rassurer. Nous pensons que l'élection, aussi bien au niveau de la commission électorale, a respecté toutes les étapes, que le process au plan technique a été respecté, qu'au plan du droit, le Conseil constitutionnel a dit le droit, et que nous sommes en ordre de bataille pour aller donc à ces élections. Ce que nous demandons, c'est que l'opposition arrête donc d'appeler à la violence et de vouloir créer la chienlit. Sur ce, ils ont donc manifesté leur souhait de voir donc une élection apaisée, de voir un scrutin transparent, et c'est ce que nous pensons tous. Le RHDP est donc dans cette posture, dans cette dynamique. Nous avons aujourd'hui un pays qui a des institutions qui fonctionnent, un pays qui a une performance économique, un pays stable, où les Ivoiriens sont jaloux de leur stabilité et de la performance économique. Nous considérons que cette élection sera apaisée et voudrons rassurer les Ivoiriens de ce que cette élection aura lieu dans la paix, la fraternité, et que le RHDP gagnera pour le bonheur des Ivoiriens. La campagne électorale pour la présidentielle d'octobre démarre officiellement dans moins de 10 jours. Et notez que c'est une mission de solidarité qui est venue discuter avec toutes les parties prenantes à l'élection présidentielle. La mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO a aussi rencontré des partis de l'opposition ivoirienne aujourd'hui et elle a appelé tous les acteurs au dialogue et à la paix, nous explique Sephora Zeki. Kouadio Konan-Bertin, Pascal Afi-Nguesson et une délégation du CDRP conduite par Albert Touakeus-Mabry et Armand Ouenien se sont succédés au siège de la CEDEAO ce matin. La mission conjointe CEDEAO-Union africaine-Nations Unies a fait des recommandations destinées à permettre une élection inclusive et transparente. Kouadio Konan-Bertin, à sa sortie d'audience, appelle la classe politique ivoirienne à plus de responsabilités. La Côte d'Ivoire a mal sa classe politique. Nous, hommes politiques ivoiriens,
nous devons nous mettre à la hauteur de l'enjeu et des espérances du peuple de Côte d'Ivoire et faire en sorte de ne pas fermer les sillons, mais plutôt les élargir, tel qu'Oufoué nous l'a enseigné avant sa mort. Pour que l'élection du président de la République ait lieu dans un climat apaisé, l'opposition, quant à elle, réclame des réformes tant au niveau de la CEI que du Conseil constitutionnel. Étant donné le temps qui nous reste, il faut nécessairement reporter les élections pour que nous engagions un dialogue national sur toutes ces questions et que nous trouvions les compromis nécessaires pour que nos compatriotes qui doivent aller voter y aillent dans la sérénité, dans la paix, dans la stabilité, et soient convaincus, soient assurés que ce sera le vrai vainqueur de l'élection qui sera élu président de la République à la date qui aura été convenue. Cette mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Nations unies, est une démarche de diplomatie préventive qui a pour but de consolider et amplifier les acquis en matière de démocratie et paix. La mission aura des entretiens avec des membres d'organisations de la société civile et d'ONG internationales. Et la mission se poursuit. La mission conjointe des Nations unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO multiplie les rencontres avec les acteurs politiques. La délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana était au siège du FPI à Cocody. Elle s'est entretenue avec le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Des échanges, bien sûr, autour des questions de la participation de ce parti à l'élection présidentielle du 31 octobre. Et la présidentielle ivoirienne, c'est dans moins d'un mois seulement. L'heure est donc aux préparatifs. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a rencontré les représentants des partis politiques et ceux du groupe RTI pour discuter des modalités en vue de permettre une équité et une égalité des différents candidats durant la campagne présidentielle qui va bientôt démarrer, nous dit Sidonie Davila. La campagne présidentielle démarre le 15 octobre prochain. À quelques jours de ce grand rendez-vous, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, présente aux partis politiques les modalités pratiques. Les émissions spéciales consacrées à la campagne de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 concernent les reportages dans les journaux télévisés et radiodiffusés, les magazines d'information, les émissions spéciales conçues et montées par les candidats prêts à diffuser, l'émission d'entretien face aux électeurs, le temps d'antenne consacré à la couverture des activités dans les journaux radiodiffusés et télévisés est fixé comme suit. À la télévision, 3 minutes, dont 1 minute 30 secondes de temps de parole. À la radio, 2 minutes, dont 1 minute de temps de parole. Les émissions spéciales prêtes à diffuser, PAD, sont conçues par les candidats à partir d'éléments enregistrés en studio, d'éléments tournés à l'extérieur, de documents vidéographiques ou sonores fournis par le candidat. Des dispositions claires, mais aussi des interdits, notamment l'utilisation des symboles de l'État dans les films, vidéos présentant les différents candidats. Je prends par exemple un véhicule officiel avec une plaque de l'État, c'est un symbole de la République. Il n'est pas possible que ce véhicule officiel-là soit montré dans le PAD du candidat. Une précision du président de la ACA. Tous les candidats seront traités équitablement. Nous sortons satisfaits de cette rencontre avec le président de la ACA. Je pense qu'il a pris déjà en considération toutes nos doléances de 2015, ne pas nous imposer le passage des différents candidats. Nous avons trouvé en cette séance de travail les éléments que nous attendions. Cela augure pour nous une période de traitement équitable et égalitaire de la période de campagne au niveau de l'accès aux médias audiovisuels. Durant cette période, les médias d'État seront beaucoup sollicités. Des films de 5 minutes, des reportages, des émissions seront diffusés via la télévision et la radio nationale. Nous, en ce qui nous concerne, nous restons dans notre rôle de médias de service public, ouvert, pluriel, et nous ferons cela selon les règles édictées et qui prévalent en matière de pré-campagne et de campagne, notamment la notion d'équité et la notion d'égalité. Transparence oblige, la ACA
a tiré au sort l'ordre de passage des différents candidats. Une centaine d'acteurs composés de professionnels des médias, forces de l'ordre et membres de la société civile participent à une session de renforcement des compétences pour la couverture médiatique de la présidentielle. Et ce renforcement des capacités qui se tient dans la ville historique de Grand-Bassam est une initiative de l'OALPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie, avec l'appui de l'OIF. Walter Amadou Ouattara. Entre autres objectifs visés de cette session de formation, inciter les journalistes à être davantage professionnels et à s'engager par un code de bonne conduite à une couverture électorale non partisane et à ne pas relayer ni amplifier les discours ou propos haineux. L'initiative est conduite par l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et la déontologie OALPED avec l'appui financier et technique de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Certaines expériences vécues ailleurs et qui gagneraient à ne pas être répétées si elles sont négatives ou à être répétées si elles sont positives en Côte d'Ivoire. Elles touchent le rôle des médias, le rôle des réseaux sociaux en période électorale, la professionnalisation de ceux qui sont chargés de rendre compte au jour le jour. Et vous avez vu que le président de la AK était aux côtés des intervenants pour rappeler aussi ce que prévoit l'instance qui dirige en Côte d'Ivoire. Il est important que les journalistes s'interrogent, se disent est-ce que nous faisons toujours ce que nous devons faire? Est-ce que nous allons faire ce qui est attendu de nous? Est-ce que nous avons pris en compte toutes les dimensions? Et donc la nation nous regarde, comme la nation aussi regarde d'autres entités. Et il est bon que chacun puisse s'interroger sur sa responsabilité. Ce renforcement de capacité est apprécié par les participants. Chacun n'a qu'à jouer son rôle en pensant au pays, à la République. La République a besoin de paix. Nous estimons que la presse doit faire un traitement transparent, juste et équitable de l'information. Ce séminaire est la bienvenue parce qu'il va nous outiller et nous permettre de pouvoir avoir les rudiments pour mieux couvrir la période électorale qui s'avère un peu cruciale dans notre pays. Composé d'une centaine de professionnels des médias, forces de l'ordre et membres de la société civile, ces acteurs bénéficient de 2 jours de formation ponctués d'échanges et de réflexions autour du sujet qui les réunit à Grand-Bassam. Et à marge de cette rencontre de Grand-Bassam, le procureur de la République, Adou Richard Christophe, était face à la presse. Il a fait le point des procédures judiciaires entamées contre l'ancien président de l'Assemblée nationale et certains de ses proches. Cette information judiciaire relève l'implication active de certains inculpés. On en sait plus avec Abou Sanogo. Procédure en cours à l'encontre de Guillaume Kigbafouri Soro et certains de ses proches. Le procureur de la République, Adou Richard, donne les résultats de l'information judiciaire qui, selon lui, a démontré l'implication de Monsieur Soro Kigbafouri Guillaume, président du parti politique GPS. Soro Porlo Rigobert, commissaire de police en service à l'hôpital de police. Madame Afoussiata Bamba Lamine, avocate et ex-ministre, Monsieur Lobognon Anima Alain, député ancien ministre, Monsieur Kone Kamarate Suleiman, alias Soul, diplomate, Monsieur Soro Yedjonsige Simon, se disant paysan, Monsieur Sekongo Koleiri Félicien, agent des services financiers, Monsieur Traoré Babou, administrateur des services financiers, Monsieur Kassé Ouame Jean-Baptiste, commandant de gendarmerie nationale en service à la garde républicaine, Monsieur Kamagate Adama en service à la garde républicaine de Trècheville, Monsieur Sidoué Nédio-Roman Emmanuel, sergent-chef en service à la garde républicaine d'Abidjan, Monsieur Bamba Suleiman, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville, Monsieur Dosso Seydou, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville, Monsieur Kone Ardiouma, officier de gendarmerie en service au groupement des commandements et des services, Monsieur Traoré Lamine alias Lima, sergent-chef en service à la garde républicaine de Yamsoukou,
M. Fofana Kwaku alias Benito, sergent-chef en service à la garde républicaine de Trècheville. M. Zébré Souleymane, administrateur de société. M. Isiaka Fofana, administrateur des services financiers. M. Touré Moussa, profession inconnue. M. Sess Soukou Mohamed, député de Dabou. Dans la commission des faits de complot et atteinte contre l'autorité de l'État, diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de population et trouble à l'ordre public, tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Par ailleurs, cette information judiciaire a révélé que d'autres inculpés n'avaient commis que des faits délictuels et a totalement mis hors de cause 19 inculpés. Pour leur implication effective et active dans la commission des faits de troubles à l'ordre public, 8 personnes, selon le procureur de la République, ont vu leur renvoi devant le tribunal correctionnel pour y être jugés conformément à la loi. Et dans l'actualité nationale également, près de 5 millions de kits scolaires seront distribués gratuitement aux élèves du primaire en cette année académique 2020-2021. La ministre Kandia Camara a donné le ton hier dans la région du Boclé en lançant officiellement la distribution gratuite des kits scolaires. Le coût est estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Sam Kona. Des écoliers visiblement heureux d'accueillir et de voir de près leur ministre, leur maire, Kandia Camara, pour la première fois. Une joie partagée par leurs parents, venus en grand nombre. Et pour cause, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle arrive les bras chargés dans le Boclé, région choisie pour le lancement officiel de la distribution des kits scolaires pour l'année 2020-2021. Des kits scolaires destinés à 77 767 élèves du Sassandra et des Fresco. La première étape de cette distribution a eu lieu à Sassandra. Sincèrement merci pour le choix de Sassandra, capitale de la région du Boclé, pour le lancement officiel de la distribution des kits scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Merci. Merci parce que tu n'as pas oublié le Boclé. 70 enseignants bénévoles ont été faits fonctionnaires enseignants. Pour le Boclé, sache, c'est là que vous, les parents qui êtes artistes, ici, vous sachez comment elle ouvre son cœur pour la région du Boclé. Pour Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la crise sanitaire de la Covid-19 n'a pas pu empêcher la solidarité nationale du gouvernement. Bien au contraire. En dépit de la crise sanitaire de la Covid-19, nous sommes encore présents à l'appel de la solidarité nationale. Pour cette année scolaire, ce sont 4 900 113 kits scolaires que l'État offre pour une valeur totale de 9,923 309 554 francs CFA. En rapport avec l'actualité, je vous invite, chers parents, à tout mettre en œuvre afin de préserver vos enfants de certains appels tendant à les impliquer dans des velléités politiciennes. La place de vos enfants, que dis-je, de nos enfants est à l'école et pas dans la rue. La deuxième étape de la cérémonie de distribution a eu lieu à Fresco, où les élèves ont également reçu des mains du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle leur kit pour la rentrée scolaire 2020-2021. Pour rappel, ce sont au total 4 900 113 kits scolaires qui sont distribués sur toute l'étendue du territoire national, pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Et les aînés de ces élèves du primaire, je vais parler des candidats au BTS. Ils connaissent désormais leur sort. Les résultats du BTS, brevet des techniciens supérieurs, sont connus. Le taux de réussite, 52,30% contre 58,69% l'année dernière, soit une régression de 6,39%. Astou Touré pour le reportage. Le professeur Meke Meïté, président du comité d'organisation du BTS 2020, était face à la presse pour annoncer les résultats du BTS session 2020. Nous avons
51 650 candidats inscrits, avec 49 700 présents, soit un taux de présence de 96,22%. Nous pouvons déclarer un taux d'admissibilité de 52,30%. Ce taux se repartit de la façon suivante. En industriel, nous avons 7 875 admissibles, soit un taux de 59,11%. En tertiaire, nous avons 18 120 admissibles, soit un taux de 49,81%. Le taux global de réussite est de 52,30% contre 58,69% l'année dernière. On peut remarquer qu'il y a une régression de 6,39%. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mercredi 7 septembre 2020 pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leurs réclamations sur le même site. Et notez que les résultats seront disponibles à partir de 21h sur la plateforme www.examenbts.net. Félicitations à tous les admis et courage à tous ceux pour qui ces examens n'ont pas marché. Alors, ce sera pour l'année prochaine certainement. Au plan sanitaire, l'engagement de notre pays contre le coronavirus ne faiblit pas du tout. La sensibilisation continue pour vaincre cette maladie. Le coronavirus sévit et menace toujours notre santé. Ce mardi, des nombres 18 cas confirmés sur 384 échantillons prélevés, 49 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 244 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières, ces gestes qui nous préservent. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes était à Atekoubé hier et elle était l'invitée de la Fédération des associations des femmes de la partie rive gauche de cette commune. Et ces femmes ont soumis à la secrétaire d'État des doléances, nous explique Géna Toubi. La fête battait son plein, place terminus du bus 04 à Tekoubé, quand la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, accompagnée du ministre des Sports, maire de cette commune, sont accueillis par les populations. Événement du jour, l'investiture de la présidente de la Fédération des associations de femmes de la rive gauche à Tekoubé. Le temps de bain de foule et de l'expression du sentiment national au son de la biganaise, l'investiture de la présidente Awa Nebi à la tête de 47 associations de femmes à Tekoubé. Certaines femmes d'entre nous sont veuves et seules à s'occuper de leur famille, et d'autres se trouvent dans des situations défavorables. Nous aimerons donc être formés davantage, tout en renforçant notre leadership. Toutes ces femmes porte-voix des associations qu'elles dirigent ont laissé voir leur empressement à dire ce qu'elles représentent dans la société et surtout l'enjeu d'unir leurs forces au sein d'une fédération dans laquelle s'exprime leur vision en termes d'autonomisation et de contribution au dynamisme d'Atekoubé. Nous accordons une importance capitale à l'activité génératrice de revenus pour nos mamans. Nous leur avons mis en place un fonds de soutien, un fonds de garantie, mais aujourd'hui nous avons besoin de cibler les activités et leur apporter encore plus. On va beau les prêter de l'argent, on va beau les donner des subventions. Si elles ne sont pas formées aux finances, ce serait 20 tout ce qu'on donnera. Donc les femmes ont besoin de formation et elles seront formées parce qu'à Tekoubé a un centre incubateur. À Tekoubé, les femmes disent être redevables au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour avoir bénéficié des filets sociopolitiques et des différents fonds qui s'inscrivent dans la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes, notamment le FAFSI et le Fonds Femmes et Développement. Au sein de leur nouvelle organisation, elles vont consolider leurs acquis et envisager de meilleures perspectives. Et on enseigne aussi notre environnement. L'Association ivoirienne de la valorisation des déchets plastiques, AIVP, vient de passer à la vitesse supérieure. Cette association qui regroupe plusieurs entreprises citoyennes a pris l'engagement de débarrasser notre pays des déchets plastiques à l'horizon 2030. On en sait plus avec Mahama Traoré.
La Côte d'Ivoire produit en moyenne 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, dont seulement moins de 20% triés et recyclés. Le reste finit par devenir un problème environnemental, en plus de nombreuses initiatives mises en œuvre par les autorités ivoiriennes pour endiguer ce problème. Le secteur privé veut aussi jouer pleinement sa partition. Tout le sens de la création de l'AIVP, Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques, un compendium d'entreprises citoyennes. L'objectif est simple, c'est de nous assurer qu'il y ait zéro déchet plastique non valorisé en Côte d'Ivoire. Créée en octobre 2019, l'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques a déjà posé plusieurs actions en vue de débarrasser l'environnement ivoirien des déchets plastiques d'ici à 2030. Le premier projet que nous avons pu mener ensemble, c'était le projet Agora. Au centre Agora, qui se trouve à Komassi, vous allez trouver un lieu où on peut nous-mêmes recycler nos déchets et recevoir une valeur pour ces déchets. Ensuite, chaque membre de l'association elle-même mène quelques projets. Un projet qui s'appelle Au marché je trie. C'est particulièrement dans les marchés ouverts à travers la ville d'Abidjan, où on sensibilise et on construit un peu d'emplois pour nettoyer constamment les marchés ouverts. Collecter, traiter et recycler les déchets plastiques contribue également au développement de l'économie circulaire. Il y a de réelles avancées qui permettent aujourd'hui de récupérer le plastique et d'en faire plutôt un intrant qui enclenche d'autres éléments, d'autres processus qui font qu'au bout du compte, ce qui était considéré comme un déchet devient un atout. L'Association ivoirienne de valorisation des déchets plastiques entend accroître la sensibilisation des populations pour qu'elles commencent les collectes à partir des ménages pour un environnement sain et sans déchets plastiques. Et sur la scène politique nationale, la ministre Kandia Camara, cadre du RHDP, était face aux populations du département de Botro. L'envoyé du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est venu vendre les idéaux de son parti et son candidat Alassane Ouattara. Soro Corona pour le reportage. Un tête-à-tête entre la ministre Kandia Camara et les 172 chefs des villages du département de Botro à la cour cantonale de Diabo. L'envoyé du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a invité les têtes couronnées à contribuer à une élection apaisée. Nous, chefs, on n'a pas de parti politique. Nous avons que des enfants. On a commencé à parler à la population, à parler à nos enfants pour faire des élections apaisées. Après cet échange, Kandia Camara s'est entretenu avec les populations du département de Botro. Un meeting pour immobiliser les militants et sympathisants et surtout vendre le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. La ministre a exhorté le peuple Satiklan et Glo à choisir la voie du développement, de la stabilité sociale et économique. Il reste encore des localités en Côte d'Ivoire qui ont besoin de lui, qui ont besoin de développement. Et ces localités-là le réclament. Et c'est la raison pour laquelle le président Alassane Ouattara a accepté de faire ce sacrifice-là pour être à nouveau candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre pour continuer le développement, continuer de cultiver la paix et puis surtout améliorer les conditions de vie des populations. Pour les responsables locaux du RHDP, Botro a déjà opté pour la continuité du développement et de la paix. Le RHDP a fait une percée positive dans le département de Botro. Avec les actions que le gouvernement a posées, les populations maintenant ont commencé à croire de plus en plus en RHDP. Nous avons confiance qu'ici, on va surprendre un peu. La chefferie a compris que apporter le développement, c'est suivre une dynamique, c'est suivre une politique, c'est suivre une vision. Et donc cette vision qui s'appelle le RHDP, la vision du président Alassane Ouattara. Profitant de sa présence dans la région, Kandia Camara a salué la maturité et le sens de responsabilité de la jeunesse du Béké. Une jeunesse qui n'est pas tombée dans la violence comme vécue dans les autres localités du pays. Elle a donc invité les jeunes à maintenir ce climat de paix et de cohésion sociale. Et toujours au chapitre politique, le mouvement Les Grands Électeurs se mobilise pour la présidentielle du 31 octobre. À quelques semaines de ce scrutin présidentiel, les membres de cette structure sonnent la mobilisation pour prendre part massivement au vote, nous dit notre reporter Konaté Moussa. Les Grands Électeurs, mouvement proche du RHDP, s'engagent pour la victoire d'Alassane Ouattara. À quelques jours de la date de l'élection présidentielle, c'est l'heure de la mobilisation. Nous voulons nous unir pour donner cette force à
au candidat du RHDP qui est Alassane Dramane Ouattara, nous grands électeurs. Nous sommes plus de 30 000 électeurs dans le district d'Abidjan. Le mouvement Les Grands Électeurs ont pour marraine Nassene Batouri, la présidente de la jeunesse féminine du RHDP. Son représentant, Lassina Ouattara, les encourage dans leur initiative. Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Il n'aime pas la violence. C'est un travailleur. Il est venu pour arranger la Côte d'Ivoire. Le président, c'est le concret. Il n'est pas là pour vous amuser. Il est là pour travailler, pour faire le développement de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Les Grands Électeurs prête donc pour le 31 octobre. Toutefois, il invite au civisme et à la non-violence en cette période électorale. Et dans ce climat de paix, la coalition républicaine pour la défense de la paix continue sa tournée de sensibilisation. Notez que c'est la place Inch'Allah de Koumassi qui a accueilli cette organisation qui a mobilisé des milliers de jeunes de cette commune, des populations venues exprimer leur volonté de voir une Côte d'Ivoire apaisée. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. En plus de cette volonté reprise en cœur par l'ensemble de ces populations de la commune de Koumassi, les chefs de communauté de cette cité du sud d'Abidjan remettent une canne à Suleiman Touré, président de la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, un soutien à son initiative de paix. J'appelle la population de Koumassi et ma communauté de quand même adhérer à la paix. Nous ne voulons plus avoir quand même la mort. Il faut qu'il y ait la paix. Nous réclamons la paix. Rien que la paix. Les jeunes, on leur dit de ne pas s'adonner à cette violence-là. Parce que les hommes politiques, ils les utilisent à leur fin. Or, ce n'est pas bon. L'escale de la caravane de la paix de la coalition républicaine pour la défense de la paix à Koumassi a permis à chacun des orateurs de revenir sur la nécessité de la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Tour à tour, ces leaders de mouvements de jeunesse ont invité la population à préserver les acquis de la paix. Suleiman Touré a également invité les jeunes à tout mettre en œuvre pour une période électorale apaisée et pour une nation prospère. Koumassi, la coquette, nous a reçus. Nous avons vu une nouvelle image de Koumassi. À l'époque, il était difficile de circuler à Koumassi. Mais partout où nous sommes passés, nous avons vu des voies. Et ces voies ont été faites grâce à la paix. Sans la paix, Koumassi n'aurait jamais été doté de toutes ces voiries et de tous ces investissements qui créent les conditions de l'émergence. Il n'y a pas de sacrifice qui soit de trop pour la paix. Car la paix est la chose la mieux partagée. La paix est la meilleure denrée. La paix est ce que nous a légué le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. L'apothéose de cette caravane de sensibilisation à la paix dans le district d'Abidjan, initiée par la coalition républicaine pour la défense de la paix, CRDP, sera ce dimanche 11 octobre 2020 au parc des sports de Treichville. Mais avant, c'est la commune d'Abobo qui accueille la caravane ce mercredi 7 octobre. Parler de paix, cela passe par l'implication des chefs et autres garants de la tradition. Un mois après la fin de leurs travaux de réflexion à Gagnoa, l'ONG international groupe de contact, paix et développement en Afrique, présidé par lui, André Dakoretabli, a vendu la paix à la chefferie, aux femmes et aux jeunes du département d'Oumé. Le reportage de Franck Quadio. Prévenir, désamorcer, atténuer tensions et conflits. L'ONG internationale, groupe de contact paix et développement en Afrique, instruit sur la question chef de terre, de villages et de cantons dans plusieurs localités de la région du Go. À Oumé et à Diego-Nefla, le même message est réitéré par le président de l'organisation, le ministre Louis-André Dakoretabli. Quand on regarde l'arsenal de loi qui est créé, là-dedans, il y a les ferments de paix. Quand on suit les lois, la paix est naturellement. Puisque la paix, ce n'est pas une nation de conflit, il y a des conflits. Mais les conflits peuvent être réglés. Le thème choisi pour aiguiser la réflexion est « Pour la paix durable, la non-violence à Oumé et en Côte d'Ivoire, je m'engage ». Mais au-delà de l'engagement, il a été enseigné aux autorités traditionnelles les stratégies pour une meilleure gestion des remous sociaux. Le chef du village ne doit plus être le chef autocratique qu'on connaissait, mais ça doit être un véritable manager pour faire en sorte que sa communauté puisse évoluer pour éviter les crises. Des chefs qui disent adhérer au message pour une paix sociale durable. Les accrochages inutiles, éviter des violences, éviter même la guerre.
Et c'est pour cela que dans le village de la sous-préfecture de Tonla, nous avons déjà initié des rencontres avec des jeunes gens, la jeunesse, y compris les femmes, etc. Mais avec la communauté étrangère à Login pour nous parler au-delà. L'ONG Groupe de Contact Paix et Développement en Afrique existe depuis mai 2011. De juin à septembre 2020, elle a sillonné le centre-ouest du pays et a sensibilisé plus de 60 chefs de canton aux techniques de médiation sociale. La nouvelle est tombée aujourd'hui. La CEDEAO a levé les sanctions contre le Mali. C'est donc la fin de l'embargo qui pesait sur l'État malien depuis le coup d'État du 18 août contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO salue les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle au Mali. Concrètement, donc, le trafic aérien va pouvoir reprendre. On pourra de nouveau voyager de Bamako vers les pays de la sous-région et vice-versa. Les flux financiers reprennent également. C'est donc la fin du blocage économique au Mali. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. L'actualité revient à 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouvez Colloque Lubali. N'oublions pas, promouvons ensemble la paix, l'amour et je vous souhaite le bonheur chez vous. Je vous retrouve très bientôt.